Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui est très importante. Donc comme toujours, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Donc on va parler aujourd'hui du fessier et comme toujours je l'inclurai par une partie théorique et par une partie exercice avec des massages, des étirements et surtout du renforcement. Et comme toujours, c'est important quand on parle d'un muscle, d'une structure, quelle qu'elle soit, quand on parle d'anatomie, de la replacer dans un concept de mobilité globale. Et c'est ce qui manque cruellement, vous l'avez compris, à la plupart des thérapeutes. Et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont cette vision globale, manquent malgré tout d'un esprit et d'une étiologie clinique. C'est-à-dire que y a le BP et il y a l'expérience et il y a ce qu'on en fait surtout. D'accord ? Donc le fessier, il est très important parce que il a un rôle crucial. D'accord ? Donc le fessier, il a un rôle de stabilisation et de mouvement au niveau de la hanche et du bassin. Donc vous avez le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier et tout ça, ça va stabiliser le bassin. Donc vous vous rappelez, je vous avais un peu parlé d'anatomie dernièrement, d'accord ? Et donc, vous vous rappelez le verrouillage pubien dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Vous avez les adducteurs et les obliques. Le long, c'est le seul qui s'insère sur l'os au niveau des adducteurs. Et il y a une vraie fixation anatomique sur le pubis qui s'appelle le verrouillage pubien, qui lui va verrouiller le bassin et aussi participer à cette stabilisation du bassin. D'accord ? Donc, regardez cette vidéo du verrouillage pubien. C'est important d'avoir une vision d'ensemble. Il faut des notions dans tout. D'accord ? Donc, parce que tu as la hanche, tu as du cartilage, tu as le pubis, tu as du cartilage, et tu as la hanche opposée, tu as du cartilage. Et donc, dès que tu as du cartilage, ça peut bouger. Ça doit bouger, mais pas trop. Et donc, le cerveau contrôle cet équilibre musculaire, cet équilibre articulaire. Il a la capacité, le cerveau, de rendre une articulation plus ou moins stable ou instable, suivant le schéma moteur qu'il a intégré, suivant à la gravité qu'il perçoit. D'accord ? Et donc, vous voyez, vous êtes toujours sur ce truc. Il ne faut ni être trop, ni pas assez équilibré. C'est comme toujours le maître mot. Et donc, le fessier, son rôle, c'est de faire une extension de hanche. C'est pour ça que quand il y a un souci pathologique, on parle de perte d'extension de hanche. C'est-à-dire que la jambe ne va plus assez en arrière. La hanche ne va plus assez en arrière. Et donc souvent, quand vous avez une perte d'extension de hanche, ce que j'ai remarqué, du coup, vous avez une accentuation de la cambrure lombaire, une hyperlordose lombaire, parce que le cerveau va chercher cette extension de hanche que je n'ai plus dans le bas de mon dos quand je marche, parce que la marche, comme le reste, c'est 3 mouvements interdépendants, c'est 3 articulations interdépendantes, la hanche, le pelvis et le rachis lombaire. Et bien, je risque à force de faire une syphose dorsale qui se majore, une tête qui se déporte en avant, etc. Parce que le souci, c'est que le fessier, quand un muscle merde, vous comprenez bien que le corps essaye de compenser comme il peut. Et donc il va chercher des muscles pour faire le travail du muscle qui ne fait plus le sien. Il va faire une dominance des synergistes. C'est-à-dire que quand un muscle principal ne fonctionne pas, c'est les muscles synergistes qui cherchent à faire ce travail, comme je vous l'ai dit. Et donc quand il y a une inhibition motrice, qu'un muscle est inhibé, il est déconnecté de mon cerveau, il n'est pas recruté correctement, il ne s'active pas correctement, et donc mon cerveau ne peut pas le placer dans un schéma moteur coordonné avec les autres muscles, et encore moins dans le schéma moteur de la mobilité globale, je vais compenser, soit le muscle va devenir hypotonique, soit il va devenir hypertonique. Il ne va pas fonctionner ou trop fonctionner. D'accord ? Et donc, le fessier, il va se coactiver avec le psoas. Donc je vous invite à regarder mes vidéos sur le psoas. J'en ai fait 2, une théorique et une exercice, parce que le psoas et le fessier, les fibres profondes, elles se rejoignent. Et donc vous êtes toujours sur un couple de force, agoniste-antagoniste, moteur-frein. Le psoas, il fait que je fléchis ma hanche, le fessier, il fait que je fais une extension de ma hanche. Et les deux, ils vont aider, si tu veux, le psoas va centrer la tête fémorale, mais donc le fessier va aider aussi à maintenir et à stabiliser cette hanche. D'accord ? Vous comprenez ?
Et donc, il y a cette histoire de coactivation, c'est qu'on a beau dire aux gens de renforcer leurs fessiers comme des dingues, si, pour quelque raison que ce soit, j'ai une accentuation de la cambrure lombaire, que ça soit parce qu'il y a une distension abdominale, donc je vous invite à regarder ma vidéo sur la distension abdominale qui va faire de la compression discale dans le dos, ou une perte d'extension thoracique, que je ne peux plus me pencher en arrière et donc je suis enroulé en avant, en enroulement thoracique, la pression elle descend, parce que la tension elle monte, parce que la gravité vient d'en haut. Et donc vous êtes sur un système de tenségrité biologique. Et donc plus je me cambre en bas, plus je m'enroule en haut. Plus je m'enroule en haut, plus je me cambre en bas. Mais toutes les courbes de l'équilibre sagittal du dos dépendent de l'angle du bassin. Un angle qui est acquis génétiquement de manière invariable entre 5 et 12 ans. La pente sacrée, l'angle sacro-lombaire, et à partir de cet âge-là, c'est mon équilibre à moi, c'est ma posture à moi. Et donc ça ne sert à rien de dire le bassin est déplacé, le bassin n'est pas déplacé. C'est est-ce que c'est physiologique ou pas? Est-ce que c'est une asymétrie positionnelle, je suis né comme ça? Ou est-ce que c'est une asymétrie de mobilité, je m'adapte comme ça? Et donc l'hypermobilité, l'instabilité, ça ne se voit pas en imagerie, ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est des micro-mouvements instables qui sont malgré tout traumatiques. Et donc quand vous avez une pubalgie, vous avez une surcharge au niveau de la symphyse pubienne. Mais pas que. La pubalgie, ce n'est pas que les adducteurs. D'ailleurs, on dit les pubalgies, ce n'est pas pour rien. Et comme vous êtes sur une sphère, on parle de périnéalogie. Il y a des indicateurs cliniques qui sont les mêmes, qu'on soit en pubalgie ou en périnéalogie. Et je parle bien sûr du retard de contraction du transverse, d'une trop grande pression, d'un manque de contrôle de la pression dans le ventre. Et ça, c'est une pubalgie pariéto-abdominale qui n'est bizarrement pas dans la nomenclature des 5. Reconnue officiellement, la psoas, l'adducteur, la conflit de hanche, les hernies inguinales, l'arthropathie pubienne. D'accord? Vous pouvez avoir une pubalgie adducteur, sans pubalgie pariéto-abdominale, mais vous voulez avoir les deux. Vous pouvez avoir une pubalgie psoas sans une pubalgie adducteur, mais vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir une pubalgie conflit de hanche seule. Ouais, tout est potentiellement isolé ou associé en termes de symptômes, de pathologie. Et donc c'est pour ça qu'il est essentiel de dresser un tableau clinique le plus précis possible. C'est ce que je dis tout le temps, d'accord? Donc le fessier, son rôle, c'est de faire de l'abduction de la hanche, d'accord? De faire de l'abduction de la hanche, de la rotation. Et donc le fessier a un rôle essentiel dans la mobilité latérale de la hanche. Et le fessier, il a pour rôle comme tout, en fait. Moi, ce que je vois, c'est que toujours est une histoire de mobilité globale et de posture globale. Et donc, un fessier, son rôle, c'est de maintenir la posture globale. Et donc, souvent, quand les gens viennent me voir pour des problèmes de dos, quasi systématiquement, les ischio-jambiers sont trop rétractés, donc ils tirent sur le bas de la cambrure lombaire parce que le fessier est trop faible. Et donc, c'est une amnésie des fessiers, d'accord? Une inhibition musculaire arthrogène, d'accord? Et donc, ce fessier qui est trop faible, vous voyez ce que je veux dire? Je ne marche pas sur ma tête. La gravité, elle vient d'en haut. Je marche sur mes pieds, mais les pieds, c'est qu'une projection du bassin sur terre. Et donc, le bassin derrière, il est équilibré par le moyen fessier, par le pyramidal et par l'obturateur interne. Moyen fessier, pyramidal, obturateur interne. Et devant, le psoas et l'iliaque, le même tendon commun. Psoas iliaque, iliopsoas. C'est juste la nomenclature qui change, on parle de la même chose. Et c'est le tendon commun. Et le psoas et l'iliaque sont des antagonistes fonctionnels. Alors, un fessier qui merde, c'est un psoas qui merde. C'est ça que je veux vous dire. Ça ne peut pas aller. Un psoas qui est hypertonique, qui peut être hypertonique pour diverses manières. C'est ça que je disais dans l'article que j'ai publié, que je vous invite à acheter, parce qu'il n'est pas en libre en fait, comme c'est des revues à destination médicale de professionnels, c'est un abonnement mensuel. Mais vous pouvez acheter l'article de manière unique, il doit être à 5 balles, un truc comme ça. Et, ce que je dis, c'est que bien que traiter le psoas seul est insuffisant au vu de son environnement anatomique, il faut prendre en compte ce caractère de surréaction, d'hyperréactivité du psoas. Il a tendance à partir en cacahuète quand il y a un danger parce qu'on est sur un muscle sentinelle du corps humain, gardien de l'intégrité biologique, qui a le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite. Il y a un problème, je me m'emboule. Boum, boum, boum. Je protège mon ventre, qui est ce vrai cerveau, avec ses organes vitaux, etc. Et ses 200 millions de neurones, etc., etc. La préservation de la vie organique, c'est le putain de ventre. D'accord?
Et donc, si le fessier merde, le psoas merde. Mais le psoas peut être merdé pour différentes manières. Et donc, le psoas, pour l'aider, il faut soulager tout son environnement. Et le fessier fait partie de l'environnement du psoas. Mais vous ne pouvez pas bosser le fessier seul. Et je vais vous expliquer pourquoi, notamment. D'accord. Donc, quand vous avez un fessier faible, du coup, la jambe va plus assez en arrière. Donc, vous allez le payer de la tête aux pieds. Vous comprenez? Vous allez toujours vous casser la gueule en avant. Et vous enroulez thoraciquement et la tête va se déporter en avant, etc. D'accord? Donc, si le ventre est faible, comme je vous ai dit, s'il y a une retard de contraction du transverse, des abdominaux grand droit, des faibles qui ne s'engagent pas correctement, et donc c'est une distension abdominale, donc je vous invite à regarder ma vidéo que je vous ai faite sur exercice de distension, ou que vous avez une perte d'extension thoracique, donc regardez ma vidéo exercice d'extension thoracique, peu importe la raison, posturale, déséquilibre musculaire, raideur articulaire, hypoextensibilité locale, vous risquez d'avoir de la compression discale au niveau lombaire. S'il y a une hyperlordose lombaire et donc un rétrolisthésie, c'est que ce n'est pas physiologique, c'est pas normal. Cette compression discale, forcément, c'est de la compression nerveuse. Et donc tout ce qui fait une hyperlordose lombaire non physiologique, vous comprenez la nuance non physiologique, je ne suis pas né comme ça, c'est pas normal, c'est pas mon équilibre sagittal, d'accord? Et bien tout ceci peut empêcher l'activation des fessiers. Dès que j'ai une cambrure lombaire dans mon dos qui n'est pas physiologique, qui n'est pas neutre, qui est trop, compression nerveuse, ça peut empêcher mon cerveau de renforcer mon fessier. Donc, au lieu de penser à renforcer vos fessiers comme des cons de manière isolée, pensez comme toujours à la mobilité globale, à toutes les ceintures, la ceinture pelvienne, la ceinture scapulaire, la ceinture occipitale, et à remettre leur parallélisme ensemble. Elles sont parallèles. Quand une hanche elle merde, une épaule elle merde, un cou il merde, parce que vous êtes sur des interrelations articulaires, hanche-épaule, épaule-cou. Mais il va falloir prioriser certaines chaînes musculaires pour que le cerveau puisse faire un ancrage cortical dans le bon ordre. Vous comprenez? Un truc qui fait merder un truc, qui fait merder un truc, qui fait merder un truc. Et donc il faut revenir en arrière en commençant par les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est gagner du contrôle postural, apprendre à gérer la pression intra-abdominale, de la respiration tridimensionnelle et réussir à engager le périnée et le transverse de manière préalable avant tout le reste, parce que c'est ce qui précontracte avant l'élévation du bras ou du pied. Et je vous l'ai dit, on est sur une sphère, la sphère pelvienne, qu'on soit en pubalgie ou en périnéalogie, vous avez souvent un retard de contraction du transverse qui est synergique avec le périnée et le multifide, qui est un érecteur du rachis qui garde les courbes de mon dos de manière physiologique, qui aide à les stabiliser. Et donc le multifide, c'est le grand oublié des salles de kinésithérapeute. Je vais te faire gainer comme un con, mais si je n'engage pas mon périnée et ton transverse en même temps, je ne vais pas engager le multifide avec. Et donc, je ne vais pas aller vers la musculature profonde. Et donc, je vais toujours consolider ce plan superficiel qui est déjà aux abois en essayant de faire celui-là des muscles profonds. Vous comprenez que quand il y a une lombalgie chronique, il y a une rarification de fibres. Les muscles du ventre, on ne les perd pas tant que ça. Il y a une certaine rigidité, certes, donc il va falloir le réengager, mais il va falloir surtout le relâcher, le ventre. Même s'il est rigide, et le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Donc c'est toujours un problème de cerveau. Vous comprenez? Alors que le dos, il est largement faible. Il est déficitaire à 70% chez les lombalgies chroniques. Donc je vous dis tout le temps, il faut que le fessier soit super fort, il faut que le dos il soit super fort. Mais devant, il faut que ça soit relâché. Et donc pour le relâcher, il va falloir faire malgré tout un mouvement juste, corrigé et surtout actif pour faire travailler mon cerveau et faire des ponts par l'expérience. N'oubliez pas ça, il faut que le ventre soit activé au niveau du transverse des grands droits, etc. Il faut que il n'y ait pas de congestion pelvienne, vous comprenez, pour que je puisse renforcer mon fessier. Il faut que le fessier, le psoas soit pas trop raide, pour pas qu'il empêche de s'activer. Il faut que le diaphragme ne soit pas stressé, il faut que le ventre soit mou, d'accord, mais qui s'engage. Tu vois, on entend bien, mou, ça ne veut pas dire qu'il est faible, hein, ça veut dire qu'il soit détendu, d'accord, relaxé complètement ou un maximum, et qu'il n'y ait pas une extension thoracique insuffisante parce que la pression descend et ça peut m'empêcher de faire mon renforcement du fessier et de garder les acquis parce qu'il y a de la compression nerveuse, les influx nerveux ne passent pas, j'arrive pas à faire mes ponts et j'arrive pas à faire de connexion durable, d'accord? Ok? Donc, vous comprenez ça, c'est essentiel de gérer cette pression intra-abdominale. On est sur un putain de caisson pneumatique. D'accord? Donc, parce que le fessier, s'il ne va pas, il va avoir des conséquences multiples, de la tête aux pieds, des douleurs de la tête aux pieds, vous comprenez, une raideur pathologique des ischios,
euh, un dos instable, un bassin instable, une articulation sacro-iliaque instable par exemple, des douleurs lombaires bien sûr évidemment, et des soucis de neurocompression, que ça soit au niveau du nerf pudendal ou d'autres, ou tant d'autres, que je vous ai cités d'ailleurs dans la vidéo que j'ai fait au niveau sur exercice de distance, contre la distension abdominale. Et donc un fessier qui est faible, ça va faire de la syphose dorsale majorée, de manière indirecte, ça va faire de la syphose dorsale majorée, ça va participer à cette torsion pelvienne aussi, indirectement, puisque si le psoas il tord la hanche dans tous les plans de l'espace, parce que quand il y a une hanche plus haute que l'autre, en vrai elle n'est pas plus haute, elle est plus en avant, parce que le psoas il a décentre en avant, le fessier il ramasse dans sa gueule, et donc le fessier il va faire que je vais le payer en rectitude cervicale à la fin, parce que le psoas ne va plus aller non plus, il va perdre son rôle de stabilisation le psoas. Vous comprenez, un psoas qui merde, un fessier qui merde, des deux merdes en même temps de toute façon, puisqu'ils marchent ensemble, et le psoas son rôle c'est de stabiliser la hanche, stabiliser le bassin, stabiliser le rachis lombaire. Et donc tu te doutes qu'on va perdre de la stabilisation au niveau de la colonne lombaire, et donc la colonne lombaire, tout monte, la tension elle monte, je vais le payer jusque dans mon cou. Ce que j'ai pas en bas, je vais le payer en haut. Ce que j'ai pas en haut, je vais le payer en bas. Et vice versa. Vous allez perdre ce transfert de force entre le haut et le bas. Et donc, vous avez un syndrome croisé inférieur, vous avez un fessier faible, un ventre faible, un psoas raide, hypertonique, et donc un fessier hypotonique, un ventre hypotonique, et des spinaux hypertoniques. Et les spinaux, c'est les érecteurs du rachis, c'est le multifit, c'est l'iliocostal qui fait la flexion latérale. Donc je perds de la flexion latérale ici, je perds de la mobilité latérale ici, je perds de la flexion latérale ici. Ouais, je veux dire, vous allez partir sur des belles scoliotiques, des belles scolioses fonctionnelles, etc., etc., etc. Et après, vous allez le payer en syndrome croisé supérieur. Et donc, ce que je dis pour faire simple, ce que vous n'avez pas dans les abdos, vous allez le payer dans les dorsaux. Boum, ça va monter. D'accord. Et donc, les abdos et les fessiers marchent ensemble. Il y a une synergie certaine. Donc, les abdos, comme le grand dorsal, ils vont faire un transfert de force entre le haut et le bas. Et le grand dorsal, c'est le seul muscle qui relie la ceinture scapulaire à la ceinture pelvienne, le muscle le plus puissant des membres supérieurs. J'escalade un mur, il pousse le bassin en avant et il se connecte avec le fessier. Le grand dorsal, il fait le transfert de force entre le haut et le bas et il fait la synchronisation des mouvements. Et donc, un fessier qui ne va pas, c'est un grand dorsal qui merde. Je perds cette synchronicité au bas, au bas. Et les abdos ont un rôle similaire au niveau du transfert de force au bas. Et les abdos, leur rôle, c'est de ramener le bassin en arrière, de protéger les organes vitaux, bien sûr, mais aussi de stabiliser la colonne lombaire. Et donc, si les abdos sont faibles, le psoas, ça lui fait trop de travail pour stabiliser la colonne lombaire. Et il merde. Pareil, si le psoas ne va pas, les abdos lombaires, ça leur fait trop de travail à eux seuls pour stabiliser la colonne lombaire. Donc, il faut équilibrer chaque muscle et les coordonner entre eux. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne savent plus comment faire. Donc, il faut leur redonner la mémoire. Donc, quand on parle de mémoire musculaire, il y a une plasticité musculaire évidente et il y a une plasticité cérébrale évidente. Et tout ceci, c'est un arc réflexe, d'accord? Et c'est donc un souci neuromoteur. Et donc, on parle de commande neuromotrice, d'accord? Et on parle d'inhibition motrice, d'accord? Et le psoas, c'est le seul muscle qui relie les jambes et le dos. Et le grand dorsal, c'est le seul muscle qui relie la ceinture d'épaule au bassin. D'accord? Donc vous avez ce truc-là au bas, au bas, au bas, qu'il faut prendre en compte. Donc quand un fessier est faible, on a bientôt fini la partie théorique les amis, on va passer aux exercices, ne vous en faites pas. Donc quand un fessier est trop faible, je vous ai dit, vous avez ce phénomène de dominance des synergistes qui va chercher ailleurs dans mon cerveau. Et donc je vais chercher, si mon fessier est faible, dans les rotateurs latéraux de la hanche. D'accord? Je vais chercher dans le piriforme, dans l'obturateur interne, dans le carré fémoral, dans le jumeau supérieur, dans le jumeau inférieur, etc. La hanche, elle va rentrer de manière interne excessivement. Mon cerveau va suivre, les adducteurs vont surtendre et je vais merder un peu au niveau du verrouillage pubien et ça va monter dans les obliques, boum, et je vais le payer dans le ventre. Je vais encore plus me ratatiner comme ça. Ça va monter dans mes dorsaux, monter dans mes côtes. Et cette surtension au niveau des adducteurs, elle va stresser le psoas. Et le psoas, il marche avec le fessier, et donc le psoas va stresser le fessier, va l'affaiblir un peu plus, alors qu'il est déjà faible et que c'est lui qui a fait merder le reste. Et ça monte, et ça monte. Et après, je le paye en haut. D'accord? Vous comprenez? Donc, je vais vous amener juste une petite notion. C'est que vous avez des muscles qui sont stabilisateurs, qui vont faire que je maintiens ma posture. Donc, des muscles qui sont endurants, plus que puissants. Et
et normalement ils sont faiblement fatigables, mais ils sont pas si forts, ils sont pas très forts. Et vous avez des muscles qui sont mobilisateurs. Donc vous avez des muscles stabilisateurs, des muscles mobilisateurs. Mobilisateurs, je vais faire du contrôle moteur fin. Donc les muscles profonds, c'est les muscles stabilisateurs, et et les muscles superficiels, c'est des muscles mobilisateurs qui sont en superficie. Mais de toute façon, les muscles profonds précontractent avant les muscles superficiels. Même quand je veux faire un mouvement superficiel, un mouvement avec des muscles superficiels, mes muscles profonds précontractent quand même. Il y a un petit délai, et de toute façon, il y a un turnover. C'est-à-dire que quel que soit le type de mouvement que j'exécute, en réalité, même quand je recrute plus un groupe de musculaire qu'un autre, plus un type de fibre musculaire qu'un autre, il y a un switch au niveau des fibres musculaires. Fibres de type 1, fibres de type 2. D'accord ? Les fibres lentes, c'est les fibres de type 1, les fibres rouges, qui marchent au sang et donc à l'oxygène. L'oxygène capte l'information nerveuse du sang et la redistribue. Et les fibres de type 2. Et les fibres de type 2, donc elles sont rapides et puissantes, mais donc elles sont fatigables. Et donc les fibres 1, elles sont lentes, elles sont endurantes, mais elles ne sont pas puissantes. Mais elles se fatiguent moins. Mais dans tous les cas, peu importe, quand il y a un truc qui ne va pas, qu'un muscle il est inhibé, qu'il y a un souci, on perd cette boucle. Type 1, type 2, ça switch, ça switch, ça switch, ça switch. On perd ce switch au niveau des fibres musculaires. Tu vois ? Et donc cette histoire de plan superficiel, plan profond, le cerveau ne sait plus quoi faire. Donc il faut le stabiliser. Et donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps, le gainage c'est un indispensable de toute réadaptation. Il faut stabiliser ce putain de tronc, parce que le centre de l'équilibre humain il est au-dessus du nombril. D'accord ? Et en même temps, je vais perdre cette... ça va avec, hein. Je vais perdre pour ce qui est neurologique, je vais perdre cette boucle neuromusculaire. Motoneurone alpha, motoneurone gamma. Je vais perdre ma boucle gamma, cette synchronisation. Et donc quand le muscle est hypertonique, qu'il est inhibé de manière hypertonique, hypertendue, je vais avoir une exagération des réflexes tendineux et proprioceptifs. Je vais avoir, parce que j'ai intégré ce danger. J'ai intégré, si tu veux, au niveau des fibres de la tétanie, si tu veux, du réflexe de la tétanie. Le point trigger, c'est une sensibilisation centrale du réflexe de retrait. Et que ce soit les fibres de type 1 ou de 2, quand c'est un point trigger, ça devient hypertonique. D'accord ? Mais le point trigger, c'est dans le tableau clinique, mais c'est pas tout le tableau clinique. Ça, j'ai mis quelques temps à comprendre. D'accord ? Parce qu'il me manquait ces connaissances et ces compétences en étiologie clinique. Parce que je ne suis pas kiné, j'ai dû apprendre en me formant comme eux. Sans le cursus officiel. C'est-à-dire que j'ai que des formations qui sont à destination de kiné, même si je ne suis pas kiné, et je fais le truc dans ma tête après. Parce que le spécialiste de l'épaule, si tu regardes, c'est souvent des... La clé, elle n'est pas dans l'hyperspécialisation. La clé, elle est dans la compréhension globale. On fera de la spécialisation et on serrera l'étau quand on aura déjà une vision globale. Et le corps, il a une capacité de réadaptation supérieure à ce que cette médecine remboursée, elle veut bien nous faire croire. Si vous cherchez à résoudre un problème en termes de neuroanatomie, rappelez-vous que traiter le problème secondaire et le problème primaire se résoudra de lui-même. En neuroanatomie, l'hypoactivité n'existe pas réellement. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est que quelque chose d'autre fonctionne trop ailleurs. Et fonctionner comme ça. Il faut être contre-intuitif en réadaptation. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, je l'ai compris à force d'échecs. Force d'échecs thérapeutiques sur moi. Je rappelle que je suis handicapé, même si ça ne se voit pas comme ça. C'est pour ça que je vais mimer certains exercices que je vais vous faire, parce que je ne peux pas les faire. D'accord ? L'important, c'est que vous compreniez. Donc, de toute façon, vous avez ce rapport défavorable. Comme je vous disais, cette histoire de rarification de fibres. Si je muscle mes abdos, mes pectoraux, je vais garder l'acquis beaucoup plus longtemps que de la manière dont je muscle mon dos ou mon fessier. Ça va fondre beaucoup plus vite dans le temps. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la gravité, elle continue. Et les muscles de mon dos, quand je marche, ils travaillent. Et donc, ils se reposent beaucoup moins. Ils travaillent tout le temps. Donc, vous avez cette difficulté, c'est la dernière note que j'ai notée. Donc, vous avez cette difficulté hyper au niveau du fessier et des spinaux. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait renforcer les fessiers, on a des échecs, parce qu'en fait, il y a un souci de contrôle au niveau de la pression. C'est que quand je vais faire un pont fessier pour renforcer mon fessier, c'est pas que c'est mauvais, hein, c'est indispensable, mais
mes spinaux sont hypertoniques et donc ils font mal, ils font des compressions discales. Donc je vais faire mon pont fessier pour renforcer mon fessier hypotonique, mais en faisant mon pont fessier, je vais stresser ma musculature qui est hypertonique et qui fait de la compression discale au niveau de mes spinaux. Donc la priorité, avant de faire des ponts fessiers, c'est de reprendre le contrôle de la pression intra-abdominale pour faire moins de compression discale. C'est de faire un travail d'exercice de reprise d'extension thoracique pour éviter de la pression discale et que je fais que quand je fais mon pont fessier, j'ai pas mal, j'ai pas cette compression au niveau des facettes articulaires par mes muscles hypertoniques qui sont déjà en PLS. Donc faut les relâcher et il faut remettre des courbes un peu physiologiques pour qu'il y ait moins de pression. D'accord? Faire de la respiration tridimensionnelle pour faire que la cage thoracique soit moins rigide et que cette pression, je la paye, notamment au niveau de la charnière thoracolombaire par exemple. D'accord? Et vous avez la même difficulté au niveau psoas abdos. C'est pour ça que je vous fais réfléchir. Quand vous avez un psoas hypertonique et des abdos hypotoniques, vous faites comment? Vous faites comment? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je ne peux pas faire de crunch parce que mes abdos ils sont hypotoniques. Et pourtant, il faut refaire de la flexion lombaire. Il faut refaire de la flexion lombaire, tu vois. Mais tant qu'on ne gère pas cette pression, ça va être délétère. Intra-abdominal, ça va être délétère. C'est essentiel de faire, par exemple, du Jefferson curl, réapprendre à se pencher en avant. Les abdominaux jouent ce rôle aussi de flexion lombaire, que je me penche en avant. Mais si le psoas est hypertonique, comment je fais pour renforcer mes abdos sans stresser mon psoas qui est hypertonique, pour le relâcher? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut trouver des exercices qui soient... Même si on ne peut pas isoler vraiment un muscle quand on le travaille, parce que tout marche avec tout, il faut essayer d'isoler un maximum, de reprendre, de faire des exercices spécifiques. On reprend cette sensation du mouvement pour pas toujours consolider le mauvais schéma moteur. Il faut penser en termes de progression, de dosage de contraintes, pour faire que mon cerveau retrouve les bonnes choses et créer l'environnement le moins contraignant pour qu'il puisse le faire. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va commencer. Je vais vous montrer quelques massages. Travailler votre réflexion. Donc, je vais vous montrer quelques massages tout simples. Donc, vous prenez un petit rouleau de massage et vous massez votre fessier. Par exemple, je veux mes points trigger ici. Je plie ma jambe. Et là, je vais chercher mes points fessiers. D'accord? Hop, hop. Quand vous avez votre point, vous pouvez arrêter de bouger. 60 secondes, 90 secondes. Voilà. Là, vous avez votre fessier. Tranquille, et vous changez de côté. Hop, hop, hop. Pas de problème. Pour aller plus loin, vous prenez votre petite balle de massage. Clac. Et vous la voyez, toute petite, toute dure. Voilà. Et vous calez votre fessier. Et dès que vous avez un point, clac, vous ne bougez plus. Donc ça risque de faire des irradiations dans la jambe, dans le pied, c'est normal. Hein. Bienvenue dans le monde des points trigger. Hein. C'est pas de l'asiatique, c'est du point trigger. D'accord. Hop, et vous cherchez les points. Donc je sais qu'il y a à peu près, vous pouvez avoir environ 5 points trigger sur un fessier, quoi. Il y a 5 points trigger résiduels en tout cas, sur un fessier. Il y en a qui sont très très proches au niveau de la sacro-iliaque, etc., du sacrum, etc. Et vous vous baladez. Moyen fessier, pyramidal, obturateur interne, vous vous baladez. Vous baladez sur le fessier, parce qu'il y a un point, hop, c'est ici, je bouge plus. Donc si ça fait un petit engourdissement, une petite... c'est normal, hein. C'est ça le point trigger. Ok. Donc vous prenez pas la tête, vous massez un peu, et vous vous étirez. Donc cet étirement du fessier, il est très connu. Clac, je suis comme ça. Hop, et là j'étire mon fessier. Moi je l'étire presque jamais mon fessier, je trouve que ça sert. Dans pas tous les cas, quoi. Je préfère reprendre du contrôle stabilisé. Comme le psoas, je ne l'étire jamais en fente. Le psoas, je l'étire quasiment jamais en fente. Je l'étire toujours en raccourci. Il est déjà KO, je ne veux pas étirer un muscle qui est KO, quoi. Je vais chercher plus à le faire du contracté relâché, travailler le diaphragme, travailler autour. Et la posture globale. Donc là, vous étirez le fessier. Donc un étirement 30 secondes 2 fois. Là aussi, j'étire mon fessier, vous voyez. 30 secondes 2 fois. Change de jambe. 30 secondes 2 fois. Voilà.
Et vous baladez. Ça tire pas. Ok. Et enfin, vous pouvez aussi étirer comme ça. Juste comme ça. Et hop, je mets ma jambe. Ma jambe droite elle est tendue. Et là, je plie ma jambe en diagonale. Je fais 30 secondes deux fois. Hop. Tu vois, elle n'est pas comme ça. Je la mets un tout petit peu en diagonale. Ok. Donc, premier exercice de renforcement au sol. Donc, allez-y toujours progressivement. Je vous les ai fait dans l'ordre de difficulté. Vous vous mettez comme ça, tout simplement. Je plie ma jambe ici, hop, je m'en sers de butée, hop, et je monte. Je fais 2 secondes, je descends. 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 Et je relâche ma jambe. 1, 2, 3, et je redémarre. Et vous redescendez. Quand ça devient trop facile, vous restez 10 secondes là-haut. Et vous redescendez. Et vous augmentez le temps et la difficulté. 30 secondes, etc. 1 minute, etc. Pensez en termes d'endurance. Et vous pouvez aller jusqu'à l'échec. Hein. Vous faites bien sûr les deux jambes. Le côté simple comme le côté pathologique, quoi qu'il arrive. Pour faire travailler vos neurones miroirs. Ça face, hémisphère gauche, hémisphère droit, que le cerveau va chercher le meilleur schéma moteur. Je plie ma jambe, clac, clac. Et je lève. 1, 2. Ok. Si vous voyez que la jambe elle tremble, elle est faible, c'est que le fessier est trop faible. Hop, et vous relâchez. Tout simple, jusqu'à l'échec. Autre exercice simple. Prenez un élastique. Vous le mettez entre vos jambes, entre vos chevilles. Clac. Et tout simplement, hop, vous tirez. Hop. Et c'est fait. Hop, vous voyez ce que je veux dire? Je lâche comme ça, hop, et je tire. Et là, je travaille mon fessier sans rien faire. Donc là, vous renforcez votre fessier. Et vous, pareil, vous pouvez rester. Vous y allez progressivement. 5 secondes, 10 secondes, 1 minute. Et voilà, vous faites quelques séries. 5 séries, par exemple. Ok. Enfin. Donc celui-là, il est tôt pour le faire. Hop, vous mettez comme ça. Et vous faites comme une palmande. Hop, hop, hop. Là, vous travaillez votre fessier aussi. Hop, hop. Quand ça devient trop facile, vous pouvez mettre un élastique ici. Entre les genoux. Hop. Donc là, c'est clamshell. C'est comme une palmande. Celui-là, je trouve qu'il est bien, mais allez-y doucement. Parce que ça demande plus de contrôle postural. Et là, le dos, on ne sait pas comment les contraintes elles sont. D'accord. On va commencer petit. Et enfin, je vais vous en montrer un qui est intéressant. C'est pas pour le fessier, mais bon, je vous le montre parce que je trouve qu'il est intéressant. Regarde mes jambes, je suis comme ça. Et hop, tu vas aller là, ma jambe, je la mets par-dessus. Et hop, hop, hop. Et là, je fais de la course interne. Hop, hop. Et je change de côté. Pareil, jusqu'à l'échec. Si ça devient trop facile, je mets un élastique. Hop. Je mets ma jambe comme ça. Hop, 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 hop. D'accord? Et enfin, ceux qui sont essentiels. Ton fessier, bien sûr. Donc, je suis comme ça. Je mets sur mon talon, pour rappeler. J'inspire. Périnée transverse, je maintiens. Pendant l'expiration, transverse périnée, je maintiens et je lève mon bassin. Et je redescends doucement. Et je garde mon contrôle, je redescends pas comme une brute. Je garde mon contrôle et j'essaye de garder mon alignement. Ni trop cambré, ni pas assez. Je suis aligné. Et je change de jambe.
Je vous invite à regarder ma vidéo sur le gainage. D'accord? Pareil. Là, vous commencez par lui. Quand vous voyez que c'est OK, vous faites. Et vous redescendez. Gardez votre contrôle postural. Vous maintenez votre périnée, votre transverse et votre multifide consciemment pendant toute la levée et la descente. Et vous redescendez doucement, vous contrôlez. Vous augmentez la difficulté. Inspire. Volume courant. Et vous redescendez. Vous changez de jambe. Et enfin, et vous changez de jambe. Ok? Donc regardez ma vidéo, je vous ai fait gainage et position neutre. D'accord? Et de la même manière, vous comprenez cette histoire de progression est super importante. Ça, je vous en fais pas beaucoup parce que même moi, je me fais mal à ça. Je suis pas encore, j'ai pas assez de contrôle au niveau de ma pression intra-abdominale. D'accord? Je me mets en latéral, je plie mes jambes, j'inspire, périnée transverse, je maintiens et je reviens. Quand je suis OK, je fais la même et j'ouvre mes jambes. Hop, et je lève. Quand je suis OK, je le fais comme ça. Quand je suis OK, je lève mes jambes et je progresse. Périnée transverse, je maintiens. D'accord? Vous comprenez l'idée? Quand vous faites votre bird dog. Quand vous faites votre bird dog, tu vois votre gainage comme ça. C'est hop, hop, tout le monde connaît celui-là. Maintenez votre putain de contrôle postural. Gardez votre alignement. Je ne suis pas cambré, je ne suis pas trop cambré, je suis comme je dois être. Je suis aligné. Tant que j'ai pas d'alignement, je vais m'allumer. Je ne vais pas pouvoir faire mes squats et mes deadlifts comme je veux. Parce que je n'ai pas mon alignement. Quand vous voyez que vous progressez en gainage comme ça, vous prenez un petit plateau instable et vous mettez un support instable pendant votre gainage. Le pied, la jambe, même en gainage latéral, vous mettez sur le coude, sur le pied, vous faites votre pont fessier, hop, mettez un plateau instable sous le pied, faites votre gainage. Ça va forcer votre cerveau à chercher les muscles profonds et à vous stabiliser, cette colonne lombaire et à plus avoir mal au dos. Mais il faut être progressif, les amis, allez pas trop vite. 1 mois et demi, 2 mois minimum quand vous faites un mouvement pour voir comment l'ancrage cortical il est. Et donc, une fois que vous commencez à être super stable au sol, ça y est, vous êtes un bloc. Pensez à l'instabilité. Un rolla bola par exemple, très bon outil. Rolla bola de réadaptation, quand on peut être enfin debout pour aller chercher les muscles profonds des hanches. Et donc le fessier, d'accord? Aider à stabiliser la hanche et le fessier, d'accord? Donc vous avez compris les fondamentaux. C'est d'avoir ce contrôle postural. Gérer la pression intra-abdominale. Et cette extension de hanche. Et corriger l'environnement, vous comprenez? Donc pareil, je suis dans mon bird dog. N'hésitez pas à ramener la hanche en arrière. Elle peut dire à mon cerveau, elle peut aller en arrière, elle peut aller en arrière, elle peut aller en arrière. D'accord? Travaillez cette extension de hanche de manière consciente. Hop, elle peut aller en arrière, elle peut aller en arrière. Tout en gardant l'alignement. Okay, on va regarder debout quelques exercices. Ok, donc quand vous pouvez être debout, les amis, j'autorise le squat, j'autorise mon bassin à basculer en arrière. Hop, là vous faites votre squat. Hop, quand c'est ok, deadlift. Là vous allez bosser votre fessier aussi. Le dos il est aligné. Quand vous voyez que c'est ok, vous les faites mais avec un poids dans chaque main. Une fois que vous avez votre alignement et votre contrôle postural. Dans le même genre, je prends mon petit élastique, je le mets au bout de mes chevilles. Clac, clac. J'écarte mes jambes et je fais comme un crabe. Avec mon élastique en bas. Là vous ne le voyez pas mais vous imaginez bien. Hop, hop, hop. D'accord? Là vous bossez votre fessier. Ok? Dans le même genre. Attendez. Ah, c'est fatigant.
Voilà, vous verrez mieux là comme ça. Voilà. Donc là, regardez, je vais vous montrer. Voilà, je vous le remontre. Hop, je prends mon élastique. Je le mets ici. Je fais comme un crabe. Je me plie. Et hop, là, je muscle mon fessier. Donc ça, c'est le crabe. D'accord? De la même manière, en même temps, vous travaillez votre dissociation. Vous restez aligné. Le mieux, c'est devant un miroir. Hop, vous restez quelques secondes et vous revenez. Vous allez ici. Vous restez quelques secondes et vous revenez. Vous allez en arrière. Mon extension de hanche. Et vous revenez. Et vous changez. Et là, vous stabilisez votre bassin. Et en même temps, vous travaillez votre fessier. D'accord? Je vais vous en montrer un autre. Vous prenez un stepper ou un monte-marche, on s'en fout. Un poids dans chaque main. Et tout simplement, vous montez avec un poids dans chaque main. Là, vous bossez votre fessier. Vous restez bien droit. Vous regardez bien droit devant vous. Et là, vous musclez votre fessier. Tout simplement. D'accord? Dans le même genre. Vous faites votre squat bulgare. Donc là, c'est bien sûr dans la fin de la réadaptation, vous avez compris. Là, je suis comme ça. Là, je fais mon squat bulgare. Un poids dans chaque main. Et là, je muscle mon fessier. Si vraiment vous voulez aller muscler la chaîne d'extension, vous faites la même chose, mais sur la pointe des pieds. Je mets mon pied sur la pointe. Et je fais mon squat bulgare. Là, vous cherchez. Tu vois, j'ai du mal. Vous cherchez toute la chaîne d'extension. Hop, hop. Mais je ne vais pas pouvoir le faire tant que je n'ai pas de contrôle postural. D'accord? Pareil. La double fente. Vous êtes debout. Vous vous penchez. Hop, hop. Là, vous cherchez votre fessier. Et en arrière, regarde, je fais la même chose. J'en fais un devant, regarde. Je suis comme ça. Je me lève. Je fais un derrière. Et je me lève. Et je change de jambe. Hop, vous voyez ce que je veux dire? Hop, 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 hop. Vous comprenez? Et tout en gardant le contrôle postural. Être aligné. Si je ne suis pas aligné, ça, je vais m'allumer et je vais me faire super mal parce que je vais toujours marcher avec mes compensations. C'est pour ça que je vous dis, allez vers la verticalité progressivement. C'est comme un bébé. D'abord au sol, en quadrupédie et enfin debout. Le schéma moteur, il est oublié, il est amnésique. C'est la douleur chronique, c'est une amnésie. Au niveau du cerveau, parce que ça a laissé une empreinte. Et au niveau musculaire, parce que j'ai plus le bon schéma moteur intégré dans l'exécution de mon mouvement. J'arrive même pas à le planifier. Je vois pas comment je pourrais l'exécuter correctement. Et enfin, le même délire. Je prends mon stepper, hop, je me mets comme ça, je suis au bord et je fais juste comme ça. Là, je muscle mon fessier et je garde l'alignement. Hop, et là, je travaille mon fessier. Hop, hop, et change de jambe. Hop, hop, et change de jambe. Ok, là, vous travaillez votre fessier. Vous vous rappelez, il faut que je penche ma jambe en arrière. Je me mets sur ma table et je m'entraîne à mettre ma jambe en arrière. Hop, hop, hop. Vous comprenez l'idée? Vous comprenez l'idée? Je suis comme ça et je m'entraîne à mettre ma jambe en arrière. D'accord? Vous comprenez, c'est comme en quadrupédie, mais debout. Ok? Donc cette vidéo, elle me semble complète, les amis, sur le fessier. J'espère que ça vous a intéressé. Donc n'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie pour que je fasse un bilan postural, un bilan musculaire et que je vous donne des exercices adaptés à votre condition. Et je vous souhaite beaucoup de courage et bons exercices à tous.